C'est bon? Excellent, merci. Parfait, impeccable. Bon, bonjour à tous, merci Mirella. Du coup, moi, je suis le docteur Yael Lévy, effectivement, je suis PH en réanimation cardiaque pédiatrique et pédiatrique au CHU de La Réunion. Et je vais vous parler de la prise en charge de l'HTAP en réanimation avec globalement deux parties. La première partie, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent en réanimation un peu mixte et que du coup vous aurez ce type de patients, c'est-à-dire vous parlez des nouveau-nés qui se seront mal adaptés à la naissance et qui vont avoir un retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et puis ensuite, rapidement, on verra la partie shunt gauche-droit et la phase préopératoire, péropératoire et post-opératoire et les stratégies de prise en charge sur ces patients-là. Voilà, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez à la fin de ce topo. Et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail. Je vous ai laissé mon mail également. Donc tout d'abord, de quoi on parle quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire? Faut savoir que les définitions ont changé il y a maintenant quasiment 3 ans. Enfin, c'était en fin d'année 2022. Puisqu'on retient le diagnostic d'hypertension pulmonaire à partir du moment où on a une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 et non plus 25 comme ça ce fut avant ces dernières recommandations. Et donc déjà 20 de PAPM signe une hypertension pulmonaire. Et puis ensuite, elles sont dichotomisées en deux parties en fonction de d'où vient l'origine de cette hypertension pulmonaire, soit l'origine précapillaire, et en fait c'est tout l'objet du topo d'aujourd'hui, où vous avez du coup une pression dans l'artère pulmonaire au niveau du capillaire pulmonaire qui est inférieure ou égale à 15 mm de mercure. Et donc c'est le cas d'un défaut de baisse des résistances vasculaires pulmonaires à la naissance, qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né, qui touche à peu près deux nouveaux-nés pour 1000. Et puis tout ce qui est lié aux cardiopathies congénitales qu'on verra en deuxième partie de ce topo. Et puis, si les pressions dans les capillaires pulmonaires sont supérieures à 15 mm de mercure, là, on parle d'hypertension pulmonaire d'origine post-capillaire. Et là, c'est tout ce qui est en lien avec les maladies du cœur gauche, que ce soit des anomalies au niveau de la mitrale, des anomalies au niveau du muscle ventriculaire gauche, ou bien de la valve aortique, ou bien systémique. Plusieurs mots de physiologie, parce que je pense que quand on raisonne en physiologie, et bien du coup, on arrive à bien adapter les thérapeutiques et à proposer des jolies études derrière pour démontrer tout ça. Comme vous le savez, ou comme on va le répéter aujourd'hui, le poumon est un organe qui est quand même extraordinaire, même si le cœur est extraordinaire, le poumon l'est encore probablement plus, tout simplement parce que c'est le seul organe au niveau du corps qui est capable d'assumer, de recevoir 100% du débit cardiaque. Tous les autres organes au sein du corps reçoivent une fraction du débit, hein, que ce soit le cerveau, le cœur, le rein, etc. Ils reçoivent une fraction du débit cardiaque. Par contre, le poumon reçoit 100% du débit cardiaque, et donc normalement, on a autant de débit qui passe dans le poumon que de débit qui est éjecté dans la circulation systémique et qui, elle, va aller se distribuer avec un certain pourcentage aux reins et aux différents organes, au cerveau, etc. Et donc finalement, si on comprend que 100% du débit doit passer dans cette circulation pulmonaire, on comprend aussi qu'elle va avoir une physiologie vasculaire pulmonaire extrêmement particulière, notamment au niveau de son endothélium. Et vous allez voir, on va parler beaucoup du couple cellules musculaires lisses vasculaires pulmonaires et cellules endothéliales pulmonaires. Et donc, vous avez ce couple-là qui joue un rôle fondamental, puisque c'est à ce niveau-là que va se faire la vasodilatation artérielle pulmonaire. Et c'est grâce au fait que normalement, on a des résistances vasculaires pulmonaires très faibles au niveau de la circulation artérielle pulmonaire, que du coup, le poumon peut recevoir 100% du débit cardiaque, mais également plus de débit cardiaque que au repos, puisque quand on fait par exemple un effort, en dehors même de tout shunt gauche-droit, le poumon est capable d'absorber un débit multiplié par 2 facilement, normalement, si ces cellules fonctionnent bien et si son vie vasculaire pulmonaire fonctionne bien. Et globalement, on estime que les résistances vasculaires systémiques ou les résistances vasculaires pulmonaires sont 1/7 des résistances vasculaires systémiques. On a une circulation qui est dite à basse pression au niveau pulmonaire, alors qu'elle est à haute pression au niveau systémique.
Et donc ça justifie le fait que si on est capable de faire brutalement un effort et de brutalement monter notre débit cardiaque et donc brutalement monter la quantité de sang qui arrive au niveau des poumons, eh ben, ces cellules sont capables de s'adapter très rapidement aux variations de débit et normalement de permettre une vasodilatation importante de cet arbre vasculaire pulmonaire. Et évidemment, toute pathologie où ces cellules fonctionnent mal et des pathologies, qu'elles soient génétiques ou bien acquises, vont empêcher cela et donner un certain nombre de symptômes. Et donc, vous verrez que c'est grâce à elles que ces shunts gauche-droit, initialement, vont être quand même plus ou moins bien tolérés, puisque du coup, c'est comme si les bébés vont être en marathon permanent, hein, globalement, puisqu'ils vont avoir beaucoup plus de débit qui vont passer dans la circulation pulmonaire. Faut pas oublier du coup que le débit pulmonaire, grâce à Haute-Poiseuil, hein, globalement, c'est un rapport de pression sur les résistances. Et donc, c'est grâce au fait que les résistances vasculaires pulmonaires sont extrêmement basses, avec des pressions artérielles normalement qui sont extrêmement basses, avec du coup un débit pulmonaire qui se fait facilement. Donc, une première partie sur une des problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos réanimations ou pour lesquelles vous pouvez être appelé, notamment si vous faites de l'assistance mobile circulatoire pédiatrique, qui est le retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires du nouveau-né, donc l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Physiologiquement, il va y avoir une transformation et un bouleversement en ce qui concerne la circulation artérielle pulmonaire et les poumons entre un fœtus qui ne respire que grâce à l'oxygène maternel qui est emmené via la veine ombilicale et un nouveau-né qui va effectuer son premier cri qui est indispensable et une première adaptation à la vie extra-utérine pour lequel rien ne doit entraver cette adaptation au risque d'entraver la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Globalement, un fœtus va avoir très peu finalement de débit au niveau de ses artères pulmonaires qui va passer. Vous aurez globalement, alors je pense qu'on ne voyait peut-être pas mon pointeur, on va mettre ça, voilà. Vous aurez globalement 10% qui va passer du débit dans les artères pulmonaires et la majeure partie va être shuntée par le canal artériel via un shunt droit-gauche depuis le tronc de l'artère pulmonaire vers l'aorte chez le fœtus. Et puis, au moment de la naissance, vous allez avoir une baisse drastique des résistances vasculaires pulmonaires, puisque vous allez avoir une division quasiment par 5 des résistances vasculaires pulmonaires et une augmentation drastique du débit dans ces artères pulmonaires au moment de la naissance, grâce à cette baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Avec du coup des pressions qui vont également s'effondrer et c'est comme ça que les premiers échanges gazeux du nouveau-né normalement vont se faire avec une oxygénation tout seul par lui-même et une décarboxylation tout seul par lui-même du nouveau-né. Ceci va être permis par ce fameux couple de deux cellules qui est du coup remarquable au niveau de la circulation artérielle pulmonaire, qui est la cellule endothéliale pulmonaire et la cellule musculaire lisse. Vous allez avoir au moment du clampage du cordon ombilical une chute drastique des prostaglandines maternelles qui normalement sont libérées par le placenta. Ce placenta étant retiré au moment et cette libération de prostaglandine étant retirée au moment du clampage du cordon, vous allez avoir une augmentation brutale des résistances vasculaires systémiques. Et avec en parallèle, grâce au premier cri du bébé et grâce au premier mouvement ventilatoire du bébé, une augmentation de l'oxygénation, une augmentation du shear stress avec du coup une augmentation du débit à travers les artères pulmonaires. Ce shear stress va activer tout un tas de cascades au niveau cellulaire pulmonaire, au niveau de la circulation artérielle pulmonaire vasculaire et provoquer une libération normalement massive de NO via la cellule endothéliale. Ce NO va diffuser au niveau de la cellule musculaire lisse qui est située juste en dessous de la cellule endothéliale, provoquer une activation et une augmentation du GMP cyclique et ce GMP cyclique va provoquer une myorelaxation de les cellules musculaires lisses vasculaires pulmonaires. En parallèle, du coup, vous allez avoir une baisse du CO2 qui va provoquer en lui-même, cette hypocapnie va provoquer une baisse des résistances vasculaires pulmonaires, donc un cercle vertueux qui va se créer et une augmentation du pH qui là aussi va concourir à l'amélioration des résistances vasculaires pulmonaires et donc une baisse des résistances vasculaires pulmonaires.
À partir du moment où vous allez avoir une altération de la vie de la date de cette adaptation, qui est une adaptation qui se fait quand même sur plusieurs jours, mais qui est majeure au moment où on clampe le cordon, si jamais il y a un événement, que ce soit un hématome rétroplacentaire, que ce soit une inhalation méconiale, que ce soit un sepsis, enfin un contexte de naissance inadapté avec un bébé qui s'adapte mal à la naissance, vous aurez une entrave à ce processus et donc vous aurez un bébé avec des résistances vasculaires pulmonaires qui ne vont pas baisser ou baisser trop peu. Et donc, il risque de rentrer dans ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. Et donc, la gravité de cette situation est liée au fait que ce défaut de baisse des résistances vasculaires pulmonaires va provoquer du coup une post-charge de son ventricule droit qui va rester élevé, avec du coup un ventricule droit qui n'est plus qui n'est pas adapté pour lutter contre cette post-charge qui reste élevée, avec petit à petit une dysfonction qui va apparaître du ventricule droit, à la fois systolique mais également diastolique, des shunts qu'on dit fétaux, donc que ce soit via le canal artériel ou via le foramen ovale perméable, qui du coup vont souvent se mettre à shunter dans l'autre sens, puisque les résistances vasculaires pulmonaires vont rester soit au même niveau que les résistances vasculaires systémiques, voire plus élevées encore que les résistances vasculaires systémiques, et donc le sang va aller là où c'est le plus simple de circuler, donc vous allez avoir un canal artériel qui va shunter droit-gauche pour cette raison. Vous allez avoir du coup, via la dysfonction ventriculaire, un mauvais remplissage du ventricule droit et également une baisse du débit du ventricule droit, lié au fait qu'un ventricule droit, très rapidement, il est moins capable d'éjecter face à une augmentation de post-charge. Donc, vous allez avoir du volume d'éjection qui était prévu pour aller dans les artères pulmonaires, qui restera dans la cavité ventriculaire droite, qui va se dilater. Et donc, in fine, une baisse du débit pulmonaire liée au VD qui éjecte moins dans l'arbre pulmonaire, mais également liée au fait qu'une partie du débit qui était prévue pour aller au niveau alvéolaire via les artères pulmonaires va être chuntée via le canal artériel puisqu'il va shunter droit-gauche. Donc, vous allez avoir un hypodébit pulmonaire qui va se créer. Cet hypodébit pulmonaire va être responsable d'une moindre précharge du ventricule gauche, liée au fait que vous allez avoir moins de retour via les veines pulmonaires et donc un VG qui va être moins préchargé. Et évidemment, une hématose qui va moins bien se faire avec du coup une hypoxie, une acidose à la fois mixte, à la fois souvent initialement plutôt métabolique, puisque vous allez voir, on va rentrer rapidement dans une histoire de bas débit systémique associé, et également respiratoire avec une augmentation des espaces morts, donc des alvéoles qui peuvent rester bien ventilés si les alvéoles sont pas avec du méconium, mais par contre mal perfusés puisqu'on est en bas débit pulmonaire. Tout ceci va concourir à globalement une baisse de son débit systémique puisque vous aurez moins de précharge VG. Vous aurez en plus souvent une compression du VG via le VD qui se dilate et donc un bas débit systémique et un bas débit rénal, le rein prenant un quart du débit cardiaque. Petit à petit, vous allez avoir une acidose métabolique plus ou moins lactique qui va se mettre en place. L'acidose aggravant les résistances vasculaires pulmonaires parce qu'elle provoque une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et donc un véritable cercle vicieux qui va se mettre en route avec un état de choc et une hypoperfusion systémique chez ces patients. Donc, comment est-ce qu'on va le prendre en charge en réanimation? Globalement, il va y avoir plusieurs axes, à la fois l'axe pulmonaire, l'axe cardiaque et l'axe circulation vasculaire pulmonaire. L'axe ventilation va dépendre de comment est l'alvéole. Est-ce que je suis face à un SDRA néonatal parce que c'est dans un contexte sepsis? Est-ce que c'est par exemple une inhalation méconiale avec des poumons blancs? Ou est-ce qu'au contraire, c'était finalement sur un hématome rétroplacentaire? Le bébé a souffert, mais globalement, ses poumons, en fait, ils sont plutôt noirs, ils sont plutôt peu perfusés, mais l'alvéole en elle-même, c'est pas le problème. Et donc, même s'il est hypoxique et hypercapnique, le problème ne vient pas des échanges gazeux de l'alvéole, c'est pas l'alvéole qui est malade, c'est un problème de débit qui arrive au niveau de ses poumons. Donc la stratégie de prise en charge sera pas la même, et notamment sur la titration de la PEP. La PEP, elle est là pour recruter des territoires qui sont mal ventilés, et donc ça dépend globalement de votre radio pulmonaire, éventuellement de votre écho pleuropulmonaire. Et donc là, on voit très bien, c'est des courbes de physiologie qui datent un peu, mais qui sont toujours vraies. C'est-à-dire que l'objectif de la PEP, c'est de recruter des territoires vasculaires. Et donc, si vous avez des alvéoles qui sont mal ventilés, bien sûr, ça a un intérêt, notamment pour après, quand on va parler d'autres traitements dilatateurs qu'on met par voie inhalée, d'aller recruter des territoires mal ventilés. Mais si les alvéoles, elles sont bien ventilées,
aller mettre une PEP risque de distendre l'alvéole et d'aller comprimer les capillaires en regard et donc d'augmenter finalement les résistances vasculaires pulmonaires. Donc la PEP, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de recommandation, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle se situe le nouveau-né. L'autre chose importante, c'est qu'il faut tout faire pour augmenter la pression artérielle en oxygène de ces patients, puisqu'on sait que l'oxygénation, c'est un des plus puissants vasodilatateurs qui existent pulmonaires. Donc, il faut tout faire pour essayer d'augmenter l'oxygénation de ces patients. Viser plutôt une capnie dans les normes basses, puisque l'hypocapnie provoque une vasodilatation artérielle pulmonaire, et lutter coûte que coûte contre l'acidose, puisque l'acidose, et il a été clairement montré qu'au plus le pH devient acide, peu importe l'origine de l'acidose, qu'elle soit respiratoire par hypercapnie ou métabolique ou mixte, au plus le pH baisse, au plus nous avons une augmentation exponentielle des résistances vasculaires pulmonaires, avec en plus une potentialisation. Quand on est hypoxique, avec une PaO2 inférieure à 50 ou autour de 40, et que le pH devient acide, on a une augmentation exponentielle des résistances vasculaires pulmonaires et donc une aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire. En passant, très souvent, quand on est plutôt sur une situation où il n'y a pas de trouble de l'alvéole, où c'est vraiment un pur problème de résistance vasculaire pulmonaire très élevé et finalement des poumons qui sont plutôt noirs, si on a de l'acidose, souvent dans ces cas-là, elle est principalement métabolique. Et donc, il y a des formules faciles pour tout faire pour corriger cette acidose, qui est le poids divisé par 3 fois le base excès que vous donne votre gaz du sang, et ça vous donne la quantité en minutes de bicarb molaire, donc 8,4, qu'il faut passer pour normaliser un pH et le remettre à 7,40. Donc, c'est un moyen simple de correction, à condition de ne pas avoir d'hypercapnie, puisque vous le savez, le bicarb, c'est grâce au sodium pyrrolate qu'il alcalinise, puisqu'il est automatiquement transformé par l'anhydrase carbonique en CO2 plus H2O. Donc, il faut vraiment pas avoir d'hypercapnie associée pour se permettre de le corriger. Ou alors, s'il y a une hypercapnie associée, il faut d'abord essayer de normaliser la capnie avant de balancer du bicarb. En parallèle, il faut absolument restaurer donc une hémodynamique. Une fois qu'on a géré la partie ventilation pulmonaire, il faut restaurer l'hémodynamique. Tout d'abord, essayer d'améliorer la fonction du ventricule droit. Et parmi les bons inotropes du ventricule droit, il y a la milrinone, donc le chorotrope, qui est intéressant pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il est inotrope positif. Le deuxième, c'est qu'il a une action sur les résistances vasculaires, alors systémique certes, mais également pulmonaire. Il a un effet sur les résistances vasculaires pulmonaires avec une baisse des résistances vasculaires pulmonaires, on le verra dans certains papiers. Il a probablement peut-être un effet également lusitrope, puisqu'il agit sur la pompe cerca qui est au niveau du réticulum sarcoplasmique de la cellule myocardique, qui permet de repomper le calcium dans le réticulum sarcoplasmique et qui participe à la relaxation du myocarde et donc qui améliore le remplissage ventriculaire. Et il y a un certain nombre d'études chez Animal qui suggèrent en tout cas qu'il y aurait probablement une synergie d'association entre la milrinone et certains vasodilatateurs pulmonaires, on le reverra. Et puis en parallèle, baisser les résistances vasculaires pulmonaires via le NO inhalé, qui est sécrété de manière naturelle normalement par la cellule endothéliale pulmonaire, mais pour qui on peut augmenter drastiquement les apports et donc aller faciliter la myorelaxation des cellules musculaires lisses vasculaires pulmonaires. En permettant que ce NO aille se distribuer dans des alvéoles bien ventilés, en regard de territoire normalement perfusés, ou même s'ils sont mal perfusés, en tout cas tout faire pour aller vasodilater ces territoires bien ventilés. Et il avait été démontré il y a maintenant plus de 20 ans une diminution drastique du recours à l'ECMO chez ces patients grâce à l'utilisation du NO inhalé, puisque ça avait été quasiment divisé par 2 dans le papier publié dans le New England. Ensuite, et on va le voir, il y a globalement 3 voies sur lesquelles on peut agir quand on veut lutter contre les résistances vasculaires pulmonaires et quand on veut les faire se vasodilater. Donc il y a la voie du NO, il y a également la voie des prostacyclines. Et donc en tête de file par voie inhalée, c'est l'Iloprost qui peut se faire par voie inhalée. C'est intéressant la voie inhalée, pourquoi? Parce que ça permet d'aller vasodilater, d'aller se distribuer dans des alvéoles par définition bien ventilés et donc de ne vasodilater que des territoires bien ventilés.
contrairement, et on en rediscutera, mais aux vasodilatateurs que l'on voit émettre par voie systémique, que ce soit par voie pérosse, sous-cutanée ou IV, qui eux vont aller se distribuer à l'ensemble du territoire vasculaire pulmonaire, peu importe si l'alvéole en regard elle est mal ventilée, et donc au risque d'aggraver une hypoxie ou des troubles de l'hématose chez ces patients. Par ailleurs, l'hyloprost a très peu d'effets secondaires. Le seul connu, c'est la bronchoconstriction qui est quand même extrêmement rare. Donc, au premier aérosol, il faut juste vérifier que le patient continue de bien ventiler et ne majore pas ses résistances des voies aériennes et que les pécrètes n'explosent pas. L'autre voie donc sur laquelle on peut jouer, mais qui est la même voie que le NO, et cette fois-ci c'est par voie systémique, c'est le sildenafil qui joue sur la voie diphosphodiesterase de type 5, qui est celui sur lequel joue le NO, mais cette fois-ci par voie systémique. Donc c'est intéressant quand on n'a pas accès au NO. Le seul problème, c'est que ça va vasodilater tous les territoires, à la fois pulmonaires, mais également systémiques, puisqu'il existe au niveau des capillaires systémiques et des résistances vasculaires systémiques des récepteurs pour le sildenafil et surtout un mode d'action intracellulaire sur l'inhibiteur, sur la phosphodiesterase de type 5, puisque c'est un inhibiteur des phosphodiesterase de type 5. Voilà. Dans cette étude qui avait essayé de comparer le sildenafil versus l'hyloprost par voie inhalée, on voit que globalement l'index d'oxygénation qui est pris du coup là comme critère en fonction du temps en jour, il y avait une amélioration plus drastique et plus précoce sous hyloprost par rapport au sildenafil. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est pour ça que moi je vous avais mis cette étude, c'est que comme l'hyloprost ne va aller agir qu'au niveau du territoire vasculaire pulmonaire, il n'y aura pas d'effet systémique, contrairement au sildenafil. Et donc, typiquement, dans cette étude, le groupe qui recevait le sildenafil, finalement, avait au cours du temps plus d'inotropes, plus de vasopresseurs et une durée de ventilation mécanique qui était significativement plus élevée, liée probablement au fait qu'il y a des effets systémiques via le sildenafil parce qu'il est donné par voie systémique par rapport à l'hyloprost qui est donné par voie inhalée. Dans les autres prostacyclines, cette fois-ci IV, donc par voie systémique, il y a le Flolan, donc il y a l'hyloprost par voie inhalée, il y a le Flolan par voie IV, qui a comme effet d'être vasodilatateur pulmonaire, mais lui aussi a le désavantage d'être vasodilatateur systémique. Et donc ça, c'est voilà, à contrebalancer quand même, surtout chez ces patients qui sont déjà très souvent assez vasoplégiques. Probablement que la voie inhalée est probablement mieux tolérée. Et pareil sur le rémodulin, mais dans ce cas-là, il y a quand même très peu de données qui lui se donnent par voie sous-cutanée et qui a plutôt un effet vasodilatateur pulmonaire, mais également systémique, mais moins prononcé que le Flolan IV. Ces trois molécules, que ce soit l'hyloprost, le Flolan ou le rémodulin, agissent tous sur la voie des prostacyclines. Donc finalement, autant utiliser probablement une voie inhalée qu'une voie systémique pour essayer d'épargner et d'éviter les effets secondaires au niveau systémique. Enfin, la dernière voie sur laquelle on peut agir, c'est la voie de l'endothéline. L'endothéline, c'est un puissant vasoconstricteur au niveau de la cellule musculaire lisse, puisque l'endothéline est normalement sécrétée par la cellule endothéliale qui va agir sur des récepteurs, on va le revoir, au niveau de la cellule musculaire lisse. Et l'endothéline, c'est un des plus puissants vasoconstricteurs qui existent au niveau de la circulation pulmonaire. Et donc, il a été développé des antagonistes des récepteurs de l'endothéline, qu'on appelle le bosentan, et pour lequel l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet systémique, puisque ces récepteurs n'existent qu'au niveau du territoire vasculaire pulmonaire, et qu'il a été démontré notamment dans cette étude sur de l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né, une amélioration de l'index d'oxygénation 5 heures après la première dose de bosentan par rapport à un placebo, donc une amélioration du débit pulmonaire, une amélioration des échanges gazeux, et donc finalement une amélioration de l'index d'oxygénation qui diminue. L'autre chose intéressante dans ce papier, c'est que la durée finalement de ventilation mécanique a été diminuée. Il n'y a pas non seulement un index d'oxygénation qui s'améliore, mais globalement une hématose qui va s'améliorer, et donc finalement une durée de ventilation mécanique qui va être significativement raccourcie, puisqu'elle était de 4 jours dans ce papier versus 11 jours dans le groupe placebo. Donc un schéma qui résume cette histoire de cellules endothéliales ici en violet et de cellules musculaires lisses pulmonaires en marron, avec toutes les voies dont on vient de parler.
à la fois la voie du NO qui augmente du coup le NO, le GMP cyclique intracellulaire, le sildenafil qui va aller empêcher la dégradation du GMP cyclique via l'inhibition de la phosphodiesterase de type 5, également l'action de la milrinone, puisque la milrinone étant un inhibiteur des phosphodiesterase de type 3 va augmenter l'AMP cyclique au sein de la cellule musculaire lisse vasculaire pulmonaire. Et donc cet AMP cyclique, comme le GMP cyclique, va permettre une myorelaxation cellulaire pulmonaire. Et les deux autres voies dont on a parlé, les prostacyclines, que ce soit par voie inhalée ou par voie systémique, et l'endothéline et les anti-récepteurs de l'endothéline, qui est le bosentan dont on vient de parler. Ce qui est intéressant, c'est probablement aussi l'effet synergique de ces thérapeutiques en essayant d'aller agir au niveau intracellulaire via ces deux modes d'action de myorelaxation de la cellule musculaire lisse pulmonaire, puisque vous avez à la fois la voie du GMP cyclique, que ce soit via la NO-synthase et donc le NO inhalé, mais également via l'inhibition des phosphodiesterase de type 5, et l'autre voie qui est la voie de l'AMP cyclique, notamment via la milrinone ou via les prostacyclines inhalées. Et donc, il y a un effet vasodilatateur probablement plus important lorsqu'on agit sur ces deux voies intracellulaires, la voie du GMP cyclique d'un côté et la voie de l'AMP cyclique de l'autre. Donc, probablement un intérêt à associer, par exemple, la milrinone et le NO inhalé ou le NO et l'hyloprost inhalé. Est-ce que chez ces patients, il y a une place pour l'ECMO véno-artériel? Évidemment, oui. Donc ça, c'est les dernières recommandations de l'ELSO sur la place de l'ECMO et en particulier là de l'ECMO VA dans l'hypertension persistante du nouveau-né. Donc globalement, c'est des nouveau-nés qui n'ont pas de contre-indication, qui ont un risque là de mortalité à court terme avec une étiologie potentiellement réversible. Donc c'est typiquement l'hématome rétroplacentaire avec un retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires avec un nouveau-né qui s'adapte extrêmement mal à la naissance, ou bien l'inhalation méconiale massive avec augmentation des résistances vasculaires pulmonaires par défaut d'adaptation à la vie extra-utérine. Et donc, il suffit maintenant d'avoir globalement un critère parmi soit une d'adaptation au niveau de la délivrance en oxygène au niveau tissulaire, malgré des thérapies maximales, donc finalement un lactate qui continue de monter, une acidose métabolique qui s'aggrave avec des signes de mauvaise perfusion et de dysfonction d'organes, une hypoxie malgré une optimisation hémodynamique du débit pulmonaire et une optimisation de la ventilation qui persiste, un index d'oxygénation qui continue de se dégrader et une hypertension pulmonaire sévère qu'on n'arrive pas à juguler médicalement. Ce sont probablement des très bons patients assistés avec entre 70 et 80% de survie chez des patients pour qui on a anticipé les choses et pour qui on a mis l'ECMO suffisamment tôt et dans des conditions de non-souffrance cérébrale majeure. Globalement, comment va fonctionner l'ECMO? L'ECMO véno-artériel chez ces patients va fonctionner en déchargeant le ventricule droit. Donc souvent, ces patients commencent à rentrer dans un cercle vicieux et ce qui va finir par les mettre en défaillance multiviscérale si on leur met pas rapidement une ECMO et donc une assistance circulatoire. C'est la défaillance du ventricule droit. Donc l'avantage, c'est que l'ECMO véno-artériel est une non-assistance du cœur gauche, mais c'est une très bonne assistance pour le cœur droit puisque ça va complètement le décharger et ça permet de restaurer la fonction du cœur puisque ça permet d'assurer sa fonction, ce qui est la fonction circulatoire, donc de rétablir une DO2 satisfaisante. Il faut faire attention chez ces patients à maintenir une éjection cardiaque gauche, puisque l'ECMO véno-artériel est une mauvaise assistance du cœur gauche dans la mesure où elle augmente la post-charge du ventricule gauche. Donc, il faut surveiller que le ventricule gauche continue d'éjecter. Et ça, vous avez un moyen simple qui est à partir de la pression artérielle sanglante, vous regardez votre pression artérielle pulsée, donc votre différence entre votre pression artérielle systolique et votre pression artérielle diastolique, et qui est proportionnelle au volume d'éjection systolique. Et donc, évidemment, si votre pression artérielle pulsée baisse, ça témoigne d'une baisse du volume d'éjection systolique. Et donc, l'objectif sous ECMO artérielle, c'est de toujours garder une éjection cardiaque. Donc, il faut garder au moins 10 mm de mercure de pression artérielle pulsée. Attention chez ces enfants à pas faire baisser trop vite la capnie. Vous savez que la capnie est responsable de grandes variations du débit sanguin cérébral. Et donc les recommandations, il y a de plus en plus de papiers pour ne pas faire baisser trop vite
le niveau de capnie chez ces patients. Et donc, s'ils sont très grande hypercapnie parce que en grande HTAP avec hypodébit pulmonaire, il faut absolument baisser la capnie de 15 à 20 millimètres de mercure maximum par heure, parce que sinon vous avez une augmentation exponentielle du risque de lésion cérébrale. Attention également au syndrome d'Arlequin caché, on va y revenir. Chez ces patients, le syndrome d'Arlequin existe chez l'enfant, c'est juste qu'il est caché et qu'il fallait le démontrer. Donc l'ECMO véno-artériel, attention à l'hypocapnie, je vous l'ai dit. L'hypocapnie, c'est très intéressant dans l'HTAP parce que du coup, ça fait baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Par contre, pour le cerveau, ça fait vasoconstricter les résistances au niveau cérébral. Et donc, vous pouvez provoquer un bas débit sanguin cérébral, puisque 1 millimètre de mercure en moins de capnie vous fait baisser globalement de 4% le débit sanguin cérébral, pouvant aller jusqu'à l'arrêt circulatoire cérébral chez ces enfants. Donc attention, faut être prudent avec le niveau de balayage initial que l'on met, surtout avec une membrane qui est toute neuve, qui va avoir une capacité de décarboxylation ultra rapide. Donc méfiance chez ces patients. Pour ce qui est du syndrome d'Arlequin caché, donc ça c'est le résumé du papier qu'on avait publié il y a quelques temps quand j'étais à Paris. Donc l'ECMO véno-artérielle jugulo-carotidienne, et va être responsable d'une éjection de sang oxygéné, hein, puisque du coup, il va passer à travers une membrane qui normalement fait bien son travail, et va s'associer, alors je ne sais pas si ça a marché la petite animation, mais vous allez avoir associé une éjection également cardiaque. Donc vous allez avoir là un mixing qui va se faire entre ce qui est éjecté par l'ECMO, qui est bien oxygéné, ici en rouge, et en bleu, eh ben, souvent on branche ces patients dans des états d'hypoxie et de défaillance importante. Donc vous allez quand même avoir un cœur gauche qui continue d'éjecter, il faut qu'il éjecte, c'est important, du sang bleu. Et donc en point de mixing qui va se faire en fonction. On ne vous entend plus.
On vous entend plus. Ah, me revoilà, je suis désolée. Effectivement, ça, alors je sais pas où est-ce que du coup ça s'est arrêté. Au syndrome d'Arlequin où il fait mettre 2 saturations. Ah, merci. Alors là, est-ce que vous revoyez mon écran? C'est bon? Oui. Voilà, on s'est arrêté là. Ah, voilà. Alors, donc du coup, il faut mettre 2 saturations, puisque, ça vous permet lorsque donc je reprends tout le syndrome d'Arlequin parce que du coup, je sais plus trop où est-ce qu'on en était. Donc quand vous mettez sous ECMO un patient, véno-artériel périphérique, en jugulo-carotidien, dans le cas comme tout ECMO véno-artériel, il faut coûte que coûte que le ventricule gauche continue d'éjecter au moins à minima. Donc de fait, quand on branche ces patients qui sont souvent très hypoxiques, il va continuer le VG à éjecter du sang bleu, si ce n'est qu'il va en éjecter moins et que quand il va éjecter pas beaucoup, eh ben, le niveau où va arriver l'oxygène, le sang désoxygéné très bleu, ben, globalement, ce sera dans l'aorte ascendante uniquement, puisque tout le reste, globalement, ce sera du sang très oxygéné via l'ECMO. Et donc, finalement, les seules artères qui se prendront du sang très désoxygéné, ce sont les artères coronaires. Et donc, c'est ce qu'on a représenté ici sur ce schéma. Donc ça, méfiance quand ça éjecte très peu et quand du coup vous avez du sang bleu qui continue d'être éjecté parce que vous avez souvent aucun moyen de le voir si ce n'est de surveiller les troponines et surveiller la souffrance myocardique et continuer à essayer de récupérer le poumon coûte que coûte. Et ensuite, petit à petit, ou si le cœur gauche éjecte suffisamment, que le débit d'ECMO n'est pas très élevé, et ben à ce moment-là, le point de mixing du ventricule gauche va se situer plutôt au niveau de la crosse aortique et donc vous aurez du sang finalement violet à partir de la crosse et ce sang violet vous pourrez le détecter et suspecter du coup qu'il y a un syndrome d'Arlequin puisque vous aurez une désaturation au membre inférieur avec, alors est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va tout refaire planter, avec du coup du sang violet qui va arriver au niveau de l'aorte descendante et donc du coup une désaturation que vous allez démasquer à ce moment-là. Et chez ces patients, vous vous doutez bien que si j'ai 91 de SAT au membre inférieur, eh ben, au niveau des coronaires, j'ai beaucoup moins, en tout cas j'ai en dessous de 90. À quel niveau je suis, ben, c'est une bonne question et on va mener un projet de recherche pour justement démontrer à combien on tomberait en fonction du niveau de SAT. Mais pour le moment, on ne sait pas trop. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le cœur étant l'organe qui a besoin de plus d'oxygène, puisque au niveau de physiologique, lorsqu'il rentre 100 dans les coronaires, vous avez 40 à peu près qui ressort par le sinus coronaire, donc vous avez une extraction de 60. Évidemment, si vous avez 70 ou 80 qui arrivent au niveau des coronaires, c'est probablement pas une bonne chose. Et donc c'est pour ça que chez ces enfants, il faut absolument surveiller la troponine et les signes de souffrance également myocardiques. Voilà.
Ensuite, pour parler du coup du cœur du sujet qui est surtout lié aux cardiopathies congénitales, mais vous verrez que quand on maîtrise finalement les cardiopathies congénitales, on maîtrise aussi ces problèmes de retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires chez les tout petits. C'est les hypertensions que provoquent les shunts gauche-droit. Et vous allez voir que on va reprendre la physiologie qu'on vient de dire, qui change pas beaucoup par rapport à la physiologie de néonatale et de retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et vous allez voir aussi que autant sur la phase préopératoire, péropératoire, on est dans une situation où, au contraire, on va tout faire pour essayer d'augmenter les résistances vasculaires pulmonaires et qu'à l'inverse, en post-opératoire, on va tout faire pour baisser ces résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, on va passer d'une matinée où on a endormi le patient et où on met en place des mesures pour monter les résistances vasculaires pulmonaires à la fin de l'intervention et le début d'après-midi à une gestion opposée à celle du matin. Donc physiologiquement, ça on l'a vu, on a vu du coup cette baisse normale des résistances vasculaires pulmonaires, sachant que chez les patients qui ont des cardiopathies congénitales, il a été démontré quand même une baisse des résistances vasculaires pulmonaires qui se fait beaucoup plus progressivement que chez un bébé sans shunt à la naissance. Et donc petit à petit, cette baisse des résistances vasculaires pulmonaires va du coup entraîner une augmentation de tous les shunts gauche-droit, puisque le sang va aller là où les résistes, enfin pour les shunts, en tout cas à l'étage vasculaire, donc au niveau aortique pulmonaire, et les shunts à l'étage ventriculaire, ce qui va faire le sens du shunt, c'est le rapport des résistances, donc il va aller là où les résistances sont le plus faibles, et donc normalement physiologiquement les résistances vasculaires pulmonaires sont plus basses que les résistances vasculaires systémiques, donc le sens du shunt va être gauche-droit avec une augmentation du débit à travers les artères pulmonaires. Lorsque le shunt est situé en post-tricuspide, donc à l'étage ventriculaire ou à l'étage artériel, ceci va surcharger la circulation pulmonaire, mais augmenter également le retour gauche et provoquer du coup une dilatation des cavités gauches liée à cette augmentation de précharge du ventricule gauche. Et à l'inverse, lorsque le shunt est pré-tricuspide, donc avant le remplissage des cavités cardiaques, donc notamment par exemple les CIA, c'est le cœur droit qui va se dilater, puisque vous allez avoir une surcharge en diastole du cœur droit et donc une dilatation des cavités. Comment va se faire cette adaptation de la circulation pulmonaire à cette augmentation de débit qui va se faire, vous l'avez compris, progressivement, avec une baisse progressive de la résistance pulmonaire et une augmentation petit à petit de ce débit à travers les différents shunts. Vous allez avoir un recrutement des zones de West. Normalement, on a des zones qui sont extrêmement bien perfusées au niveau des bases et beaucoup mieux ventilées au niveau des sommets. Et vous allez avoir, comme vous allez avoir plus de débit à travers les vaisseaux artériels pulmonaires, vous allez avoir petit à petit un recrutement de tous ces territoires vasculaires jusqu'au sommet. Et donc, vous allez avoir des radios du thorax avec des patients sur les gros shunts gauche-droit qui vont avoir une trame vasculaire très bien visible jusqu'en périphérie et jusqu'au sommet, parce que pour pouvoir absorber tout ce débit, toute la circulation artérielle pulmonaire va être recrutée. Et grâce aux coupes cellules endothéliales et à la cellule musculaire lisse, avec toutes les voies d'activation dont on a parlé précédemment, que ce soit la voie du GMP cyclique, avec la stimulation de la NO-synthase via le shear stress que provoque cette augmentation de débit au niveau de la cellule endothéliale, qui du coup va se mettre à surproduire du NO pour aller agir sur la cellule musculaire lisse, également via les prostaglandines qu'elle sécrète qui vont aller agir via la voie de l'AMP cyclique pour vasodilater et être capable de recueillir tout ce sang et tout ce surplus de débit que provoque un shunt gauche-droit. À l'inverse, elle va également limiter sa production d'endothéline, puisque l'endothéline va vasoconstricter la cellule musculaire lisse. Donc, il va y avoir une inhibition de la sécrétion d'endothéline au niveau de la cellule endothéliale pour permettre cette vasodilatation de la cellule musculaire lisse. À court terme précoce ou moyen terme un peu court, ça va fonctionner, mais à moyen terme un peu long et à long terme, ça va complètement dysfonctionner et donc ça va altérer cet endothélium vasculaire pulmonaire.
Normalement, on a vraiment une balance entre les voies vasoconstrictrices, qui est la voie de l'endothéline, et les voies vasodilatatrices, qui sont la voie du NO-synthase et la voie des prostacyclines, qui sont responsables d'une vasodilatation et d'un effet également antiprolifératif des cellules musculaires lisses. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que ce shunt gauche-droit se pérennise, eh bien, vous allez avoir un déséquilibre complet aux dépens des voies vasodilatatrices, avec une surexpression qui va se faire des voies de l'endothéline, avec un remaniement qui va se faire petit à petit, avec du coup une média, donc la partie musculaire qui va de plus en plus s'hypertrophier et jusqu'à un état irréversible, hein, avec du coup de la fibrose qui va apparaître et une hypertrophie irréversible de la cellule musculaire lisse. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les shunts gauche-droit vieillis qui n'ont pas été opérés, et on rentre dans ce qu'on appelle l'HTAP irréversible du shunt gauche-droit, c'est-à-dire le syndrome d'Eisenmenger. Et donc là, les patients ne sont plus opérables et ils vont petit à petit développer une hypoxie au fur et à mesure du temps par poursuite de l'élévation de résistance vasculaire pulmonaire, un shunt gauche-droit qui initialement va commencer à s'équilibrer avec de moins en moins de débit qui va passer, jusqu'à une inversion complète du shunt qui va passer droit-gauche exclusif, avec des patients qui vont être cyanogènes, qui vont faire toutes les complications liées à la cyanose, que ce soit la polyglobulie, les AVC et les complications infectieuses. Donc, comment va être la clinique d'un shunt gauche-droit classique, hein, encore opérable? Eh bien, vous l'avez compris, on va avoir une augmentation du débit pulmonaire aux dépens du coup du débit systémique. Normalement, en l'absence de shunt, on a un QP qui est égal au QS. À partir du moment où on a un shunt gauche-droit, on a un QP qui augmente, donc un débit pulmonaire qui augmente. Et ce débit pulmonaire qui est en surplus se fait aux dépens du débit systémique qui est abaissé. Et donc, la clinique de ces enfants est en lien avec ça. C'est comme si en fait il y avait plus de débit, donc comme s'ils étaient en fait en train de faire du sport en permanence. Et donc c'est des bébés qui sont en marathon permanent. Et donc forcément quand on est en marathon permanent, en train de faire du sport permanent, on a du mal à téter, donc à faire un effort surajouté, puisque la succion déglutition c'est l'effort le plus intense qu'a à faire un bébé. Donc évidemment chez ces bébés qui sont déjà en train de courir le marathon, c'est compliqué d'aller faire cet effort supplémentaire. Ils ont du mal évidemment à grossir, ils font du sport quasiment en continu, et donc c'est des bébés qui très souvent se retrouvent avec une sonde avec une alimentation enrichie pour les faire grossir. À l'inverse, au niveau de la circulation systémique, cette circulation systémique est en plus en souffrance, puisque du coup vous avez forcément de fait un hypodébit systémique qui s'est fait progressivement, et c'est là où enfin physiologiquement en tout cas c'est quand même très joli, puisque vous allez vous retrouver avec une microcirculation qui va s'adapter, c'est-à-dire c'est des bébés qui, même s'ils ont une SVO2 qui est aux alentours de 45 ou 50, n'auront absolument pas de lactate, puisque ça s'est fait progressivement, et donc la microcirculation s'est adaptée en périphérie pour pas faire de lactate. Et en parallèle, comme le cerveau voit finalement moins de débit systémique arriver, il va y avoir une surstimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone pour essayer de maintenir des pressions de perfusion des organes. Et donc, vous allez avoir en plus une augmentation de résistance vasculaire systémique, ce qui évidemment ne va pas aider dans les shunts gauche-droit et va même avoir tendance à les aggraver, d'où le fait qu'on mette ces bébés très facilement sous IEC avant de les opérer. Et donc, tout ceci vous explique la clinique que présentent ces tout-petits, avec des bébés qui vont respirer extrêmement vite, qui seront très facilement en sueur, c'est logique qu'ils sont en marathon permanent, qui auront une hépatomégalie et qui seront plus ou moins en bas débit mésentérique. Quelles vont être les conséquences physiopathologiques de cette surcharge de débit, hein? Globalement, le lieu qui va recevoir le shunt, donc par exemple là, la circulation pulmonaire pour tout ce qui est shunt à l'étage ventriculaire ou artériel, va avoir une surcharge importante en débit. Et donc, du côté du shunt, on va avoir, si le niveau de résistance, et c'est là où la circulation pulmonaire est extraordinaire, si le niveau de résistance vasculaire était le même, vous auriez une augmentation importante des pressions, hein, parce que delta P égale QR. Donc, heureusement que les résistances vasculaires pulmonaires vont essayer d'être le plus basses possible, jusqu'à un certain niveau en tout cas. Et du côté opposé au shunt, vous avez une circulation qui est sacrifiée, et donc vous avez une partie du débit qui est volée, et donc vous avez la circulation systémique qui se retrouve en bas débit, et on y reviendra, mais par exemple le NIRS, qui est une SVO2 d'organes et qu'on met facilement chez ces bébés sur le rein, et bien normalement un NIRS rénal normal est aux alentours de 80, et bien chez ces bébés qui sont en bas débit systémique modéré, vous aurez un NIRS qui sera plutôt aux alentours de 50 ou 60 que de 80.
Et donc, si vous avez bien ça en tête sur tous les shunts gauche-droit, vous aurez en tête également comment on va le prendre en charge en préopératoire. L'objectif en préopératoire, c'est de ne pas aggraver ce shunt gauche-droit. Et pour pas aggraver le shunt gauche-droit, il faut tout faire pour éviter de diminuer les résistances vasculaires pulmonaires, puisque vous avez compris que si je les diminue, eh bien, je vais encore aggraver le shunt gauche-droit. Qui dit j'aggrave le shunt gauche-droit dit je surcharge le poumon, mais surtout je provoque un hypodébit systémique. Et donc, c'est ça qu'on veut éviter également. Donc, il faut tout faire pour éviter de les diminuer et donc, de fait, essayer de les augmenter. Donc, évidemment, l'oxygène est prescrit. On fait une induction de ces bébés anesthésiques sans les mettre en préoxygénation à 100% des FiO2. On les met à 30% grand maximum pour éviter de déséquilibrer le champ gauche-droit. On évite l'hypocapnie, donc il ne faut pas les ventiler au bas-vu ou au ballon d'anesthésie comme des brutes. Il faut vraiment essayer plutôt de garder une hypercapnie, puisque l'hypercapnie augmente les résistances vasculaires pulmonaires, plutôt avec un pH plutôt un petit peu bas, puisque le pH un peu bas augmente les résistances vasculaires pulmonaires, alors qu'à l'inverse, l'alcalose et donc l'hyperventilation diminue les résistances vasculaires pulmonaires. On évite l'anémie, puisque vous savez que ce qui augmente les résistances vasculaires et ce qui est dans l'équation en tout cas des résistances, il y a la viscosité du sang, et donc plus un sang est visqueux, plus un sang est résistif. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à transfuser facilement ces enfants pour avoir plutôt 15-16 grammes d'hémoglobine pour rendre le sang plus visqueux et donc pour diminuer le shunt gauche-droit. On utilisera pour les endormir une PEP plutôt élevée. Pareil, pour essayer là, l'alvéole est normale, mais c'est pour aller essayer d'aplatir un peu comme la courbe que je vous avais dit, écraser un peu le capillaire pulmonaire pour essayer d'augmenter artificiellement les résistances vasculaires pulmonaires pour essayer de limiter, de contenir le shunt gauche-droit. Et évidemment, il ne faut pas mettre de vasodilatateur pulmonaire tant que le shunt n'est pas fermé. L'autre pan qu'il ne faut pas oublier et qui est très important, c'est que, ok, il faut jouer sur les résistances vasculaires pulmonaires, essayer de plutôt les augmenter, de tout faire en tout cas pour pas les diminuer. À l'inverse, il faut lutter contre l'augmentation des résistances vasculaires systémiques, puisque si les résistances vasculaires systémiques montent, eh bien, ça aggravera là aussi le shunt gauche-droit. Et donc, il faut éviter chez ces patients qui les aient mal ou qui soient hyper tendus, puisque du coup, vous allez aggraver là aussi votre shunt gauche-droit. Donc, il faut vraiment veiller à ce que le niveau de sédation soit parfaitement adapté sur la partie anesthésique pour éviter tout déséquilibre du shunt gauche-droit. Au bloc opératoire, pour pas que les chirurgiens meurent de chaud, évidemment, il fait hyper froid. Et donc, le résultat, c'est que l'hypothermie fait vasoconstricter les résistances vasculaires systémiques. Donc, là encore, attention chez les tout petits à ce qu'ils ne se retrouvent pas à 35 degrés parce que le temps de la pose des cathéters, le temps de l'installation, etc., ils étaient tout nus sans être réchauffés. Donc, du coup, ils vont tomber en température, se retrouver avec des résistances vasculaires systémiques augmentées. Et là encore, un déséquilibre du shunt gauche-droit. Donc là, sur la petite animation avec les robinets, c'est ce que je vous ai représenté. Tout ce qui va aggraver le shunt gauche-droit, du coup, c'est l'ouverture des robinets pulmonaires. Donc, on va tout faire ici pour les fermer. Et ce qui va aggraver également le shunt gauche-droit, c'est si le robinet systémique se ferme, donc l'augmentation des résistances vasculaires systémiques. Donc, voilà ce qui augmente le débit pulmonaire. Ce qui va faire ouvrir là les robinets, c'est l'hyperoxie, donc tout ce qui est oxygène, les vasodilatateurs pulmonaires, bien entendu, l'hypocapnie, l'alcalose et la ventilation très protectrice où on ne dilate pas du tout les alvéoles et donc on ne comprime pas les capillaires pulmonaires. Donc, il faut faire drastiquement l'inverse pour essayer de limiter ce débit pulmonaire, hein, lutter contre l'anémie, lutter contre l'hyperoxie, lutter contre l'hypocapnie. Et l'autre versant, c'est ce que je vous ai dit là à l'instant, c'est-à-dire lutter contre ce qui va fermer le robinet au niveau systémique, lutter contre l'hypertension artérielle, lutter contre l'hypothermie et la douleur. Et l'avantage du NIRS chez ces patients, c'est que le NIRS, encore une fois, est une SVO2 d'organe. La SVO2, un des principaux déterminants de la SVO2, on va le revoir, c'est le débit. Et donc, en mettant un NIRS rénal, si une fois induit le patient au moment de l'induction, le NIRS rénal chute, c'est que vous êtes en train de déséquilibrer fortement votre shunt gauche-droit. Ensuite, vous l'avez endormi, tout se passe bien. Attention quand même au moment, en tout cas pour ceux qui sont anesthésistes, au moment de la sternotomie.
toutes vos manœuvres de réanimation, c'est-à-dire maintenir une forte PEP ou pour essayer de bloquer un petit peu les résistances vasculaires pulmonaires et les augmenter, ben, au moment où le chirurgien va ouvrir le sternum, évidemment, a toute la place pour s'expandre. Et donc là, attention, ça peut être un moment aussi, surtout si vous aviez déjà un état qui n'était pas très stable avec un NIRS rénal qui n'était pas très bon, c'est un moment de décompensation possible important, puisque du coup, bah là, à ce moment-là, comme les poumons sont pas vraiment malades, le poumon va pouvoir s'expandre. Du coup, l'effet de la PEP va être moindre. Donc, méfiance à ce moment-là, parce que vous pouvez provoquer un départ en CEC extrêmement brutal. Là, maintenant, il est en CEC, et puis là, du coup, va se mettre en place tout un tas de mécanismes sur le poumon, puisque la CEC en elle-même va provoquer un certain nombre de conséquences. Parmi ces conséquences-là, c'est le CIRS que provoque le contact du sang du patient avec le circuit extracorporel. C'est d'une part. D'autre part, l'hémolyse liée au contact air-sang de la cuve de la CEC, du retour de la CEC. Et également, au plus ils sont petits, au plus le priming nécessaire est important, souvent représentant globalement une masse sanguine. Et donc, c'est des patients qui vont être massivement transfusés pour débuter la CEC et ensuite en post-opératoire, éventuellement sur les saignements. Autant le cœur, pendant tout le temps opératoire, va être normalement bien protégé par la cardioplégie, qui va permettre de limiter un petit peu l'ischémie-reperfusion, autant le poumon est complètement sacrifié. Et donc, vous allez avoir une ischémie-reperfusion pulmonaire importante chez ces patients, puisque le poumon ne sera pas du tout perfusé, puisque du coup, les chirurgiens vont aller travailler à l'intérieur des cavités cardiaques, donc le cœur sera complètement déchargé et vidé de son sang, et donc il n'y aura plus d'apport en oxygène pour le poumon. Donc, il y aura une ischémie-reperfusion pulmonaire d'autant plus importante, évidemment, que dure la durée de clampage. Tout ceci va concourir à une dysfonction de la cellule endothéliale pulmonaire qui aura énormément souffert de cette CEC. Et également, au cours du geste opératoire, en principe, le ventile pas beaucoup et on ne sait pas trop encore comment il faut les ventiler, mais globalement, ils ne sont pas beaucoup ventilés. Et donc, vous allez avoir une altération des rapports ventilation-perfusion qui vont se faire au cours de cette période-là et après. Tout ceci va concourir à une chose, c'est l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires massives dès le post-CEC immédiat chez ces patients. Par la suite, en post-opératoire, donc il y a plusieurs choses. Il y a comment on va le prendre en charge et est-ce qu'il y a un intérêt à le monitorer. Alors moi, à titre personnel, mais c'est très discutable et discuté, je suis très pro-monitoring parce que je trouve que pour former les gens et même pour suivre et pour avoir des infirmières réactives, c'est l'avantage, c'est que du coup, c'est affiché en continu contrairement à l'écho. Donc il y a probablement un intérêt sur les gros shunts gauche-droit à haut risque du coup d'hypertension artérielle pulmonaire à mettre en place un KTAP. En tout cas, nous on a le KTAP facile pour monitorer les pressions dans l'artère pulmonaire, sachant que n'oubliez pas que lorsque vous mettez un cathéter de pression, c'est pas parce que c'est dans l'artère pulmonaire que c'est différent de ce qui se passe en systémique. Encore faut-il avoir une pompe qui pousse. Donc, si vous avez une dysfonction VD et des pressions artérielles pulmonaires qui vous paraissent à peu près normales, dites pas il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est juste qu'il y a probablement une pompe qui pousse pas suffisamment pour vous le démontrer. Ensuite, il y a probablement un intérêt aussi à surveiller la SVO2. Alors avant, il y avait des cathéters qui est le cathéter Edwards ici, qui malheureusement ne se fait plus, et qui est un cathéter qu'on pouvait mettre dans l'artère pulmonaire pour, un, surveiller les pressions dans l'artère pulmonaire, et deux, grâce à cette petite puce là ici, monitorer en continu la SVO2. Donc l'avantage, c'est que lorsque vous avez de la réactivité vasculaire pulmonaire importante en post-opératoire, vous pouviez le voir en continu avec des à-coups comme ça de SVO2 et de chute de SVO2, chute de SVO2 qui sont que le témoin de le VD se prend une post-charge brutalement augmentée, y comprime le VG, il y a également moins de retour gauche, du coup moins de débit systémique et donc la SVO2 chute. Heureusement, il y a le NIRS du coup pour démontrer globalement la même chose maintenant qu'il n'y a plus cette CKT d'SVO2 en continu. Le NIRS, c'est pareil. Le NIRS, on va y revenir, c'est une SVO2 d'organes. Et donc, des cassures comme ça de chute et des cassures de NIRS, c'est donc des chutes de NIRS répétées qui se monitorent très facilement avec ce type d'outils et pour lequel en plus on a l'avantage, c'est la tendance, notamment sur 24 heures. Bah, si vous voyez un bébé qui a été opéré d'un gros shunt gauche-droit et que sur le scope, bah, vous avez du NIRS, vous avez des cassures répétées, c'est qui fait probablement de la réactivité vasculaire pulmonaire importante.
La stratégie de prise en charge du coup et du monitoring avec le NIRS. Donc la NIRS, c'est une SVO2 d'organes. C'est globalement le reflet d'une balance entre la délivrance en oxygène et la consommation en oxygène de cet organe. L'avantage chez le tout petit, c'est que le rein est juste au niveau sous-cutané. Donc les NIRS, lorsque il faut moins de 10 kg du moment qu'on le met au niveau rénal, ça reflète globalement la SVO2 du rein. Et donc c'est très intéressant puisque le rein prenant un quart du débit cardiaque, et c'est celui qui est le plus gourmand en termes de fraction de débit, bah, dès que le débit cardiaque chute un petit peu, on le sait puisque la diurèse c'est un des bons marqueurs pour savoir dans les états de choc si l'enfant ça va ou ça va pas. Et ben là c'est pareil, globalement avec le NIRS rénal, on voit très rapidement si la DO2 elle est insuffisante, et donc si vous avez une chute du NIRS dans les indicateurs, c'est probablement un problème au niveau du débit cardiaque. Donc voilà notre schéma pour vous le démontrer, hein, globalement, qui a été pris dans ce papier. C'est une balance, le NIRS, entre la SVO2, c'est une balance entre la consommation en oxygène de mon tissu et la délivrance, dont un des grands marqueurs de la délivrance, c'est le débit cardiaque, pas que, il y a également l'hémoglobine et la saturation artérielle en oxygène. Mais si globalement l'hémoglobine est bien et que la saturation artérielle en oxygène, le plus probable c'est que ce soit un problème de débit. Et donc c'est l'avantage de ce petit capteur qui se colle, c'est de regarder si en post-opératoire, mais même sur la partie préopératoire, le débit est suffisant pour mes organes. Donc maintenant mon enfant a été opéré. Une fois qu'il a été opéré, on est sur la phase maintenant post-opératoire. Il a eu, comme on l'a vu, l'ACEC, le CIRS, l'ischémie reperfusion pulmonaire. Et donc là, le vrai grand problème, ça va être l'hypertension artérielle pulmonaire liée cette fois-ci à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, puisque vous aviez une cellule endothéliale qui avait l'habitude d'avoir énormément de débit. Et qui, via le shear stress qui d'un coup là va brutalement diminuer, via tous les facteurs inflammatoires, etc., va libérer beaucoup d'endothéline, et il va y avoir une augmentation extrêmement importante des résistances vasculaires pulmonaires. Et donc là, on va faire l'inverse de quand on l'a mis au bloc et qu'on a voulu l'endormir avec son shunt gauche-droit qui n'était pas encore fermé, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour baisser ces résistances vasculaires pulmonaires, c'est-à-dire l'inonder d'oxygène, éviter coûte que coûte l'acidose, donc corriger dès qu'il y a une acidose métabolique, corriger l'acidose métabolique, corriger l'hypercapnie et viser plutôt une petite hypocapnie, mettre une PEP selon le degré de trouble ventilatoire présent à la radio, et souvent post-opératoire, il y a quand même des poumons qui sont un petit peu avec des troubles ventilatoires, donc il faut mettre une PEP en fonction du niveau de condensation alvéolaire que vous avez pour titrer cette PEP et pour permettre éventuellement de recruter des territoires peu ventilés pour permettre une meilleure distribution également des vasodilatateurs pulmonaires. Attention par contre à ne pas les surdistendre. Hein. Si finalement votre radio montre aucun trouble ventilatoire, eh bien, probablement qu'il vaut mieux mettre une PEP pas trop élevée aux alentours de 4. Et éviter tous les stimuli et tous les stimuli qui vont être à l'origine d'une surstimulation des résistances vasculaires pulmonaires, et notamment la douleur et l'hypothermie. Hein. La douleur, c'est vraiment un puissant pourvoyeur d'augmentation brutale des résistances vasculaires pulmonaires. Donc ça, les infirmières normalement dans ces centres, elles sont quand même assez bien formées, et donc quand elles aspirent, par exemple sur une aspire trachéobronchique, si les NIRS se chutent brutalement, notamment si vous n'avez pas de cathéter dans l'artère pulmonaire, c'est que probablement si les NIRS se chutent de manière profonde, c'est probablement en lien avec une chute du débit, en lien avec une augmentation brutale des résistances vasculaires pulmonaires et un VD qui n'arrive pas à tenir le coup. Il faut également assurer la restauration d'une hémodynamique, hein, vu qu'on est en post-opératoire, avec du coup suppléer la fonction VD. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup aussi la milrinone, parce que, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça joue sur les résistances vasculaires pulmonaires via l'inhibition de la phosphodiestérase de type 3, qui permet l'augmentation du coup de l'AMP cyclique au niveau de la cellule musculaire lisse pulmonaire. Ça a un effet également lusitrope positif qui est intéressante, parce que même si le cœur est protégé pendant la durée du clampage via la cardioplégie, il y a souvent quand même un petit œdème, au moins un minima de souffrance myocardique, et ceci est d'autant plus vrai que le myocarde est petit, donc que c'est un myocarde néonatal et qui est donc très immature. Donc c'est intéressant d'avoir un inotrope
et une molécule comme celle-ci qui a un effet lusitrope, donc qui améliore la compliance, parce que l'œdème myocardique, évidemment, ça altère la compliance cardiaque. Donc, c'est probablement un médicament intéressant. Et puis, l'autre chose, on l'a vu dans la première partie de ce topo, c'est que c'est synergique avec les vasodilatateurs, les autres vasodilatateurs artériels pulmonaires, notamment ceux qui jouent sur le GMP cyclique. Et donc, on va jouer sur le GMP cyclique via le NO inhalé. Pareil, on privilégie la voie inhalée, encore plus en post-op de chirurgie cardiaque où on peut avoir des troubles de ventilation perfusion. Et donc, on met facilement ces patients en post-opératoire sur les gros shunts gauche-droit avec du NO inhalé, avec un peu de milrinone. 1, pour avoir l'effet synergique. 2, pour essayer de vraiment baisser drastiquement ces résistances vasculaires pulmonaires chez ces patients. En relais du NO inhalé, évidemment, le sildenafil qu'on pourra mettre à partir du moment où on a éliminé un trouble ventilatoire, puisque si vous m'avez suivi, les vasodilatateurs par voie systémique, en dehors du fait qu'ils agissent également sur la circulation systémique et donc ils provoquent souvent une baisse de la tension artérielle systémique, il y a surtout le fait qu'ils peuvent lever la vasoconstriction pulmonaire hypoxique en regard de territoires qui sont mal ventilés. Et donc, il faut absolument s'assurer quand même que la radio du thorax et que la ventilation se fasse bien pour ne vasodilater que des territoires qui soient correctement ventilés. Donc, contrairement à la voie inhalée où ça va aller par définition que se distribuer dans des alvéoles qui sont bien ventilés, la voie systémique que représente le sildenafil va aller tout vasodilater. Donc, il vaut mieux avoir une radio du thorax plutôt sans trouble ventilatoire. Ça pour vous montrer du coup l'amélioration globalement de la survie chez les patients avec du sildenafil et en termes de durée de ventilation, mais également en termes de durée de réanimation, de durée de ventilation et de durée de réanimation, chez les patients chez qui on mettait du sildenafil en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Pareil également pour le tadalafil qui agit exactement comme le sildenafil, c'est-à-dire c'est un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5, donc ça augmente le GMP cyclique et ça augmente la vasodilatation artérielle pulmonaire. C'est pareil, ça agit par voie systémique, donc même problème de rapport ventilation-perfusion et d'hypotension systémique. Et dans ce papier qui avait essayé de comparer dans 2 groupes, un groupe qui recevait du tadalafil et un autre du sildenafil, ils n'ont pas montré de différence en termes d'amélioration, si vous voulez, des pressions artérielles pulmonaires, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre. Globalement, ça s'améliorait dans les 2 groupes. Ensuite, comme autre voie d'action en dehors du NO inhalé, donc de la voie du GMP cyclique, vous avez la voie des prostacyclines et donc de l'hyloprost, qu'on fait très facilement également dans les HTAP sévères post-opérateurs de chirurgie cardiaque qui sont l'hyloprost inhalé. Là aussi, pour la voie inhalée, pour l'histoire des rapports ventilation-perfusion, pour que ça n'aille se distribuer que dans des sont bien ventilées. Et donc, dans cette étude qui a essayé de regarder un petit peu le rapport des pressions artérielles pulmonaires par rapport aux pressions artérielles systémiques en fonction des faibles doses ou des hautes doses d'hyloprost, globalement, ça diminue les résistances vasculaires pulmonaires et ça améliore globalement le débit pulmonaire, l'hyloprost inhalé, tout simplement par son mode d'action, cette fois-ci sur l'AMP cyclique qui joue sur la cellule musculaire lisse. Et enfin, cette étude qui vient de sortir fin d'année dernière sur le Selexipag. Donc, le Selexipag, c'est la voie péros des prostacyclines. Je vous ai dit, il y a les prostacyclines inhalées, c'est l'hyloprost. Sous-cute, c'est le rémodulin. IV, c'est le flolan. Et péros, c'est le Selexipag, qui existait déjà depuis plusieurs années chez l'adulte. Il y a l'étude de phase 2 chez l'enfant, qui est une étude de pharmacocinétique qui a essayé de regarder un petit peu les doses utilisable dans l'hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant pour jouer sur la voie des prostacyclines. Et donc, ils ont démontré globalement dans ce papier qui est paru la fin d'année dernière une dose, alors c'était des enfants qui n'allaient pas en dessous de 2 ans, d'où le fait que ce soit limité à 10 kg, mais globalement, chez l'adulte, c'est 200 gamma, et donc ils ont pris l'air sous la courbe du modèle pharmacocinétique chez l'adulte, et ils l'ont adapté à l'enfant, et fait cette étude chez l'enfant qui, a priori, démontre une certaine bonne tolérance et un modèle pharmacocinétique plutôt bien. Donc il y a une étude de phase 3 qui va être lancée et qui est en cours. Et qui démontre du coup en gros c'est 100 gamma péros chez l'enfant
qui est un enfant jusqu'à 25 kg, et entre 25 et 50 kg, c'est 150, et au-delà de 50 kg, c'est la dose adulte, c'est 200 gamma. Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour les autres vasodilatateurs, et notamment pour la voie de l'endothéline et des antagonistes des récepteurs de l'endothéline du bosentan? Il n'y a pas eu d'essai randomisé à ma connaissance en post-opératoire, parce que ce serait intéressant, parce que ça n'a pas d'effet systémique, ça a des effets au niveau du rapport ventilation-perfusion, mais ça n'a pas d'effet systémique, contrairement aux autres vasodilatateurs. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études contrôlées randomisées, mais dans cette étude qui a essayé de regarder, non, c'est pas celle-là. Non, celle-là, c'est sur la milrinone, excusez-moi. Donc ensuite, sur la milrinone inhalée, il y a eu un papier qui est sorti, et j'en ai pas retrouvé d'autres, mais il y a vu l'effet de la milrinone au niveau de la circulation pulmonaire et de par son mode d'action sur la MP cyclique. On a du coup un intérêt probable à utiliser la milrinone inhalée de par l'effet uniquement sur les résistances vasculaires pulmonaires, puisque c'est par voie inhalée. Et donc là, dans ce papier, qui est un papier particulier parce que c'est un papier qui a été fait chez des patients qui souffraient d'hypertension artérielle pulmonaire, mais avant intervention chirurgicale, donc c'est quand même voilà, ça reste quand même intéressant. En tout cas, s'il y en a qui l'utilisent, moi je suis preneuse parce que pour le moment on l'utilise pas nous dans le service, et qui a essayé de regarder le niveau de pression dans les artères pulmonaires en post-oxygène versus post, et ensuite ils se remettaient avec 21% d'FiO2, et puis ils attendaient, je crois, 5 ou 10 minutes, et ils mettaient du coup un aérosol de milrinone à 50 gamma kilo, et ils regardaient l'effet sur les pressions artérielles pulmonaires. Donc avant intervention chirurgicale, hein, donc c'est pour ça que le QPQS augmente en bas. Et donc, vous aviez un effet quand même significatif de la milrinone par voie inhalée, avec du coup une baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne chez ces patients, et une augmentation significative du QPQS, donc qui témoigne d'une baisse des résistances vasculaires pulmonaires post-inhalation de milrinone. Donc, je trouvais ce papier intéressant, mais il n'y en a pas, à ma connaissance, en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Probablement également un intérêt au lévosimendan IV, de par son effet inotrope positif, oui, mais également sur son effet sur les résistances vasculaires pulmonaires. Et là, c'est un papier qui a été fait en post-opératoire de chirurgie cardiaque chez des patients pédiatriques qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire par augmentation des résistances vasculaires pulmonaires en post-opératoire de Shunt gauche-droit, qui a comparé le lévosimendan versus l'adobutamine. Et on voit que le lévosimendan permet une diminution significative des H1 post-opératoire des pressions dans l'artère pulmonaire, et une augmentation également du débit cardiaque dans le groupe lévosimendan. Donc probablement que le lévosimendan est également un médicament intéressant. Et une étude sur laquelle, qui est assez récente, qui date des années 2020 et de l'année 2021, qui a été publiée sur du post-op de chirurgie cardiaque, qui est un essai de non-infériorité sur cette fois-ci le lévosimendan en inhalé, un peu comme la milrinone, qui a essayé de regarder une dose de 36 gamma kilo par 6 heures de lévosimendan inhalé pour justement éviter les effets systémiques du lévosimendan et n'avoir finalement que les effets pulmonaires. Mais pareil, moi je l'ai pas encore utilisé, mais je trouve ça quand même très intéressant. Et donc ils ont regardé donc un groupe qui recevait de l'IV versus un groupe qui recevait de l'inhalé en termes de pression artérielle pulmonaire systolique. Donc on voit qu'il y a une diminution au cours du temps des pressions artérielles pulmonaires. Il n'y a pas de différence entre le groupe IV ou inhalé, ça baisse de manière significative dans les deux groupes. Par contre, en termes d'effet systémique, donc de pression artérielle moyenne systémique, on voit que le groupe inhalé, par contre, maintient des pressions artérielles moyennes systémiques normales, ou en tout cas qu'il n'y a pas de différence, contrairement au groupe par voie IV, puisque le lévosimendan a un effet également vasodilatateur systémique. Donc probablement que la voie inhalée est intéressante chez ces patients, et c'est probablement une voie qui pourra être utilisée dans le futur.
Est-ce qu'il y a une place pour le décubitus ventral? La réponse est probablement oui. Le décubitus ventral a l'avantage d'améliorer les rapports ventilation-perfusion. Il n'y a aucun effet indésirable au décubitus ventral du moment qu'on décharge bien quand même la sternotomie et le thorax, mais sinon il n'y a quand même aucun effet indésirable. Et il a été démontré dans plusieurs papiers. Alors je vous ai mis celui-là qui est assez ancien, qui est un des tout premiers, qui est d'Antoine Verbaron, qui s'est intéressé au ventricule droit et au DV, mais il y en a eu pas mal depuis, et qui a démontré globalement une vraie amélioration avec une baisse de la post-charge ventriculaire droite grâce à la mise en décubitus ventral des patients. Alors là, c'était des patients adultes avec ARDS, mais globalement, le rationnel est le même. Il y a eu d'autres études physiologiques qui ont montré que le DV, probablement par l'amélioration des rapports ventilation-perfusion, améliore drastiquement la fonction ventriculaire droite. Évidemment, il y a une place pour l'ECMO véno-artériel chez ces patients lorsque malheureusement ils font soit une poussée aiguë d'HTAP telle que du coup ils font quasiment soit l'arrêt cardiaque, soit la dysfonction VD sévère qui ne répond plus aux thérapeutiques. Et donc évidemment, si vous êtes dans une situation de bas débit malgré une optimisation de la prise en charge, évidemment il y a un intérêt à les mettre en ECMO véno-artériel puisqu'on sait que les résistances vasculaires pulmonaires vont petit à petit baisser au cours du temps, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette phase très pro-inflammatoire que représente la chirurgie et la CEC. Et donc vous allez avoir une amélioration globale et de la fonction ventriculaire parce qu'on va s'éloigner également du clampage et de tout ce qui est inflammatoire, mais également par la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, une amélioration de la fonction VD. Donc il y a probablement une grande place pour l'ECMO chez ces patients. Et pareil, ne pas attendre, comme pour les petits qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire patiente du nouveau-né, ne pas attendre qu'ils soient en défaillance avec 15 de lactate pour les mettre sous ECMO. Il vaut mieux anticiper les problèmes et les mettre sous ECMO tôt pour avoir de bons résultats. Comme tout à l'heure, globalement, l'ECMO véno-artériel a un vrai intérêt puisque ça permet de décharger le ventricule droit et de restaurer la fonction du cœur lorsque celui-ci ne peut plus l'assurer. Attention à la pression pulsée, il faut quand même qu'il continue d'éjecter. Attention au niveau de capnie, même si souvent chez ces patients, le problème d'hypercapnie est beaucoup moins important que chez les bébés qui ont une HTAP persistante du nouveau-né. Donc attention. Et pour ce qui est du syndrome d'Arlequin, si vous avez une ECMO centrale et qui sort du bloc opératoire globalement dès le post-opératoire avec une ECMO centrale, l'avantage c'est que la canule de réinjection se fera dans l'aorte ascendante, quasiment au regard des coronaires ou juste au-dessus, et que là, les coronaires auront quand même du sang oxygéné en provenance de l'ECMO, donc vous aurez plus du tout ces problématiques, contrairement à si l'ECMO véno-artérielle elle est en périphérie. Donc pour conclure sur ce topo, globalement, pour reprendre dans le cadre des nouveau-nés qui ont un retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, vous savez, et c'est vrai de toute façon chez tous les patients, le poumon c'est un organe extraordinaire qui est capable d'assurer 100% et de recevoir 100% du débit cardiaque et au-delà, puisque dans les champs de gauche-droit, vous pouvez avoir des champs de gauche-droit à 5 pour 1, 6 pour 1, donc ils peuvent se prendre 5-6 fois le débit grâce je vais dire à ce couple de cellules endothéliales, cellules musculaires lisses extraordinaires et aux différentes voies que je vous ai montrées intracellulaires. Toutes les causes qui entravent la bonne adaptation chez les nouveau-nés d'adaptation à la vie extra-utérieure vont provoquer un retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires avec une hypertension artérielle pulmonaire plus ou moins sévère. Privilégier probablement la voie inhalée chez ces patients, notamment lorsqu'il y a des troubles de ventilation-perfusion, pour essayer de ne vasodilater que des territoires bien ventilés et ne pas lever les vasoconstrictions pulmonaires hypoxiques. 3 modes d'action via les 3 voies intracellulaires de la cellule musculaire lisse pour agir, la voie du GMP cyclique via le NO, via également le sildenafil ou le tadalafil via l'inhibiteur de la dégradation du GMP cyclique qui est l'inhibiteur de phosphodiesterase de type 5, la voie également de l'AMP cyclique qui est la voie de la milrinone et la voie des prostacyclines inhalées, et enfin la voie de l'endothéline et des antagonistes des récepteurs de cette endothéline pour provoquer une vasodilatation artérielle pulmonaire. Probablement que l'inotrope intéressant pour justement jouer sur la voie de l'AMP cyclique en combinant ça avec du NO pour jouer sur la voie du GMP cyclique et probablement la milrinone. Et en cas d'échec chez ces patients, pensez à l'ECMO et pensez à l'ECMO tôt parce que très souvent ce sont des causes réversibles avec de très bons résultats
par la suite. Donc, il vaut mieux brancher une ECMO avec un enfant qui n'a que 2 ou 3 de lactate ou 4, plutôt que d'avoir 15 et d'avoir un enfant en défaillance multiviscérale. Pour ce qui est des shunts gauche-droit, se souvenir que jusqu'à ce que le shunt soit fermé, vous êtes face à du débit dans ces artères pulmonaires, avec souvent des résistances vasculaires pulmonaires plutôt basses, et donc si les pressions s'élèvent à droite, c'est de l'hypertension surtout de débit liée à trop de débit dans les poumons. Vous vous souvenez que delta P égale QR, donc le problème des pressions peut venir d'un problème de résistance ou d'un problème de débit. Dans les gros shunts gauche-droit, vous pouvez avoir beaucoup trop de débit et donc une hypertension artérielle pulmonaire de débit. Donc le traitement, ce sera d'augmenter coûte que coûte les résistances vasculaires pulmonaires. En post-opératoire, on est dans la situation opposée où les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées, liées à la CEC et à tout ce que je vous ai dit sur l'ischémie reperfusion pulmonaire. Donc là, on va être dans une gestion de lutte contre ces résistances vasculaires pulmonaires élevées. Jouer sur l'hématose et la ventilation évidemment pour contrôler les résistances vasculaires pulmonaires, utiliser la voie inhalée comme utilisation préférentielle des vasodilatateurs pulmonaires, surtout en post-opératoire avec des anomalies de ventilation-perfusion, utiliser le DV et probablement une place pour le lévocimendant par son action sur la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et pareil, en cas de défaillance et d'échec des thérapeutiques ou de crise aiguë d'HTAP avec plus ou moins arrêt cardiaque, ne pas hésiter à mettre ses enfants sous ECMO, puisqu'on sait que rapidement, ce sont des choses qui sont réversibles et que les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la chirurgie cardiaque, tout comme la récupération du ventricule droit. Je vous remercie et je suis à disposition si vous avez des questions.